Alors le voilà, le DJI Mini 3 Pro. Alors pour clarifier les choses tout de suite, ce n'est pas le remplaçant du Mini 2. C'est un drone qui va s'intercaler entre le Mini 2 et le R2S. Donc on a l'entrée de gamme qui est, donc on a déjà le DJI Mini SE. On a le Mini 2 qui apporte une résolution supérieure au Mini SE et surtout une liaison OcuSync plus performante. Donc le Mini 2 reste dans la gamme et DJI insiste sur le fait que ça reste le drone idéal pour débuter à un coût raisonnable. Le Mini 3 Pro vient s'intercaler donc juste après. Donc pour moi, c'est plus le remplaçant d'un Mavic Air 2 tout en ayant un poids très contenu en dessous de 250 grammes et un encombrement réduit tout en ayant les mêmes fonctionnalités, voire même plus. Donc c'est vraiment des technologies des gammes supérieures qui ont été réduites, intégrées dans un drone de moins de 250 grammes. Alors en termes de prix, on est bien sûr plus cher qu'un Mini 2 puisqu'on a plus de fonctionnalités, ce qui est logique. On est un peu moins cher qu'un R2S. On a plusieurs packs disponibles. Au moment où j'enregistre la vidéo, a priori, le drone n'est pas disponible seul, mais il le sera ultérieurement. Donc vous pourrez acheter le drone seul sans radiocommande. Et là, c'est très intéressant si vous avez un autre drone DJI avec une radiocommande compatible. Ça fait un achat à moindre coût tout en ayant une radiocommande que vous possédez déjà. Si c'est votre premier drone de la marque DJI et que vous n'avez pas de radiocommande, vous pouvez acheter le drone avec la radiocommande standard. Et là, c'est un prix abordable pour, encore une fois, un drone avec ces fonctionnalités-là. Ou alors, vous souhaitez avoir un écran intégré très lumineux et quelque chose de plus pratique. À ce moment-là, vous pouvez opter donc pour la version avec la DJI RC écran intégré. C'est un petit peu plus cher, mais franchement, ça vaut le coup à l'usage. C'est très confortable. Et à ces trois options, vous pouvez rajouter le pack Flymore Combo. Vous aurez 2 batteries supplémentaires, un hub de chargement, des hélices de rechange, la sacoche de transport. Et si vous souhaitez avoir un écran intégré, vous avez la DJI RC qui est une version, on va dire, un petit peu light de la RC Pro, puisqu'on a quand même un écran donc, de même taille, 5,5 pouces, qui est un tout petit peu moins lumineux puisqu'il est à 700 nits alors que la RC Pro est à 1000 nits. Vous avez des petites différences par rapport à la RC Pro, donc vous n'avez pas de sortie HDMI, vous n'avez pas la possibilité d'installer des applications tierces. L'écran est intégré, donc c'est plus rapide à mettre en œuvre et c'est vrai que c'est quand même plus pratique, on n'a pas le téléphone à brancher. Cette radiocommande, elle fonctionne donc avec DJI Fly intégré, donc vous n'aurez pas de problème de compatibilité, notamment si vous avez un smartphone Android. Dessous, on a 2 touches raccourcies qui sont paramétrables. On a la molette pour l'inclinaison de la caméra, on a une molette pour le zoom. On a le déclenchement pour la vidéo ou pour la prise de photo. Les 2 manches qui sont très agréables. Au niveau de l'effort, on est même, je trouve, plus agréable au niveau de la résistance que la RC Pro. C'est un peu plus ferme. On a bien sûr les voyants de charge et de témoin de batterie. On a la touche retour à la maison, la touche pour passer du mode ciné, normal ou sport, la touche de mise en route. Et donc un écran qui est relativement lumineux, qui est très agréable à l'usage. On a un port USB et un emplacement pour mettre la carte SD et on a des vis pour mettre un support pour accrocher un tour de cou. Les manches sont bien sûr dévissables et on peut les loger sous la radiocommande. Au niveau de l'encombrement, on est un tout petit peu plus grand qu'une radiocommande standard, mais ça reste quelque chose de relativement proche en termes d'encombrement. Ça rentre parfaitement dans la sacoche dédiée du pack Flymore. Sur cette DJI RC, on n'a pas d'antenne, c'est intégré directement à la radio. Comme sur le Mini 3 d'ailleurs, on n'a pas des pieds qui font office d'antenne, donc ils ont intégré, j'imagine ça, sur le drone et pareil pour la radiocommande. Quoi qu'il en soit, au niveau du retour vidéo, de la transmission, j'ai pas eu de soucis. Avec cette radiocommande, on a à peu près 4 heures d'autonomie, ce qui laisse quand même pas mal de batterie, puisque le drone est donné aux environs de 34 minutes d'autonomie. En temps réel, on est plutôt aux alentours de 25-30 minutes en temps d'usage exploitable. Au moment où j'enregistre cette vidéo, la DJI RC est compatible qu'avec le Mini 3 Pro. Je ne sais pas si elle sera compatible avec d'autres drones, en tout cas je l'espère, parce que du coup ce serait vraiment très pratique d'avoir une seule radiocommande avec écran intégré et de pouvoir gérer les autres drones DJI de la gamme. Je vous en parlerai bien sûr plus tard dans d'autres vidéos. Alors au niveau de la forme, on a quelque chose d'un petit peu différent du Mini 2. Esthétiquement, c'est un petit peu difficile au début, je ne le trouvais pas très joli en fait. À l'usage, je m'y suis fait, donc maintenant je ne sais pas si c'est parce que je suis habitué ou quoi. Mais c'est bien parce que je trouve que DJI a fait évoluer la forme. Par exemple, si je le compare à un Mini 2,
on peut voir que déjà il est plus haut et ça je trouve ça très pratique. C'est-à-dire que la caméra, peu importe si vous êtes sur un terrain un petit peu encombré avec un peu d'herbe ou des cailloux, eh bien la caméra est plus haute, on peut le voir ici, elle est plus haute que celle du Mini 2. On n'a plus les pieds qui servent donc de train d'atterrissage puisque le train est fixé donc maintenant sous le corps du drone. On a des bras qui sont un petit peu plus longs, des hélices plus grandes, ce qui permet d'avoir une meilleure résistance au vent. J'ai eu quelques alertes de vent, j'estimais le vent en altitude à 50-55 km/h. Pour moi, il a une meilleure résistance que le Mini 2, justement dans des conditions de vent irrégulières ou rafaleuses ou de vent un peu fort. En mode sport, j'ai pu atteindre des vitesses maximales aux alentours de 55-60 km/h. Concernant le bruit, ça reste relativement acceptable pour ce drone. On a d'ailleurs un positionnement d'hélice qui pourrait rappeler un petit peu celle du Mavic 3, incliné un petit peu de manière différente. Sur le Mini 2, on avait des hélices qui étaient positionnées plutôt à plat. Là, on a des inclinaisons qui sont certainement optimisées pour les phases de vol du drone. Et donc esthétiquement, on a aussi cette face avant qui est complètement différente donc, du Mini 2. Et là, c'est aussi une innovation, je trouve. Donc DJI a fait évoluer sa caméra qui permet de pivoter quasiment de 180 degrés verticalement vers le haut et vers le bas, ce qui va permettre de faire des prises de vue vers le haut sans avoir le capot ou les hélices dans le champ. Donc on connaissait déjà ça sur le Parrot Anafi. Mais là, DJI a poussé plus loin l'innovation puisque cette caméra, elle peut pivoter sur le côté et on peut prendre des prises de vue en mode portrait comme un appareil photo, c'est-à-dire qu'on peut photographier ou prendre des vidéos en mode paysage ou alors incliner l'appareil photo et le prendre en mode portrait. Et ça, c'est très pratique. En photo, parfois, j'étais obligé de reculer très loin pour avoir un cadre vertical ou alors de faire un panoramique de 3 photos verticales pour avoir une vue verticale. Et bien là, on peut se servir de cette fonction-là. On peut s'en servir en photo ou en vidéo. En vidéo, ça va permettre de publier directement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, de manière verticale, donc en 9/16e, directement à la prise de vue. Et là encore, on n'a pas à anticiper le cadrage en reculant, puisque là, tout se fait directement au niveau de la caméra. Donc c'est très intéressant pour les prises de vue variées. Cette caméra, elle dépasse un petit peu plus vers l'avant que celle du Mini 2, qui était protégée par le haut du capot. On verra à l'usage si elle est un petit peu plus exposée au choc, mais elle est quand même bien protégée sur les côtés. On a également la détection d'obstacles au-dessus, qui fait une protection, on va dire, par rapport à cette caméra. Cette détection d'obstacles, là encore, je trouve que c'est innovant puisqu'on a donc des caméras vers l'avant pour détecter les obstacles sur l'avant. Et ces caméras qui se chargent de la détection vers l'arrière sont positionnées donc au même endroit que la détection d'obstacles vers l'avant, sauf qu'elles sont orientées vers l'arrière. C'est très efficace. Encore une fois, que ce soit en mode contournement, si le drone en marche arrière détecte un obstacle, eh bien, il va se décaler et il va l'éviter. Donc pour moi, là encore, c'est des petits plus qui font que tout ça c'est optimisé. Le fait qu'on n'ait pas de pied sur le bras avant, ça permet de replier les bras indépendamment dans l'ordre qu'on le souhaite. Donc là encore, c'est un petit avantage en termes d'ergonomie, en rapidité de mise en œuvre. Donc ça, c'est plutôt bien. On a la batterie qui vient se loger dans l'emplacement à l'arrière. Donc on a deux pressions pour clipser la batterie. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'on n'a pas de LED d'état de charge sur la batterie. On est obligé de la mettre sur le drone et d'appuyer donc pour voir l'état de charge de la batterie, ou alors on peut la mettre également dans le hub de chargement. Au-dessus de la batterie, on a une prise USB-C, ce qui permet donc de recharger le drone avec n'importe quel chargeur de smartphone ou un powerbank. Donc ça, c'est très pratique lorsque vous êtes en balade, en randonnée, vous pouvez recharger votre drone dans votre sac à dos. Vous avez également un emplacement pour la carte SD. Vous avez en plus de la carte SD un stockage interne de 2 Go, je crois. C'est pas énorme, mais ça permet de sauver quelques prises de vue si vous avez oublié votre carte SD. En dessous, on a la détection d'obstacles, qui sont une version améliorée des capteurs du Mini 2. C'est vraiment les mêmes caméras qu'on a à l'avant. Et donc on a une détection d'obstacles devant, derrière et dessous. Et ensuite, on a les pieds, donc le train d'atterrissage, qui permet d'avoir un drone un petit peu plus trapu, un peu plus rehaussé. C'est beaucoup plus pratique pour le poser ou pour décoller dans des endroits directement à même le sol. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur cette caméra et les différentes fonctionnalités qu'elle propose. Donc on a la possibilité de basculer donc, du mode paysage au mode portrait. Donc ça, c'est quand même très pratique encore une fois, que ce soit en photo, en vidéo. C'est un capteur 1 sur 1,3 pouces, 48 mégapixels. Donc c'est un capteur qui est plus grand que celui du Mini 2 ou du Mavic Air 2. On a une ouverture de 1.7, donc c'est un capteur qui est très lumineux,
de la gamme d'ailleurs de tous les drones que je connais, c'est un des plus lumineux, hein, avec une ouverture de 1.7. Il est très à l'aise en contre-jour ou même en basse lumière. On a une qualité vidéo qui est relativement appréciable. On a une résolution donc jusqu'à 4K. On peut filmer en 60 fps et on pourra faire du slow motion en 120 images par seconde en 1080. Donc on a grosso modo les mêmes caractéristiques, hein, qu'on avait par exemple sur un Mavic Air 2. Lors de mes tests, j'avais accès au profil couleur normal uniquement, mais un mode dessiné-like et un mode HDR devraient arriver au moment où vous regardez cette vidéo lors de sa présentation officielle. En mode photo, on peut prendre des JPEG ou des RAW. On a le mode AEB, prise de vue unique, rafale, photo par intervalle, mais on a également le mode 48 mégapixels qui, contrairement au Mavic Air 2, m'a plutôt impressionné. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo dédiée sur la qualité d'image. On a donc la possibilité de prendre une photo en mode 16/9, 4 tiers ou alors 9/16 lorsqu'on incline la caméra. On peut également zoomer. Au moment où j'ai effectué mes tests, on pouvait zoomer jusqu'à 2 fois en mode photo. En mode vidéo, c'est la même chose. On peut filmer en mode donc horizontal ou portrait, donc 16/9 ou 9/16. On peut zoomer 2 fois en 4K et jusqu'à 4 fois en 1080. On a bien sûr accès au mode automatique ou au mode pro, où on peut gérer les ISO, la vitesse d'obturation. L'ouverture, bien sûr, est fixe. Ensuite, on a les fonctions de suivi, donc de tracking, focus tracking, avec les variantes qu'on connaît sur les gammes précédentes. On peut suivre en mode projecteur, le drone reste sur place et il verrouille sa cible. On peut suivre en point d'intérêt, le drone va pivoter autour de sa cible dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir gérer la vitesse. Et on a le mode active track, où là on va pouvoir suivre par derrière ou alors en mode parallèle sur le côté. Au moment où j'enregistre la vidéo, on ne peut pas faire de suivi en mode 9/16, donc en prise de vue verticale. Je ne sais pas si ça arrivera ultérieurement, mais la fonction tracking est opérationnelle. Ensuite, on a les modes Master Shot qui permettent de générer des clips rapides de manière automatisée. Il va prendre plusieurs séquences et générer un petit film qu'on va pouvoir partager rapidement sur les réseaux. On a une panoplie de modes Quick Shot qui sont très complets. On a également une fonction hyperlapse, mais qui n'était pas disponible lors de mes tests. Et on a la fonction panoramique qui permet de prendre des 360 degrés complets, des 180 degrés ou des panoramas. Donc là encore, on a des fonctionnalités très riches et très intéressantes. D'un point de vue réglementation, ce drone, puisqu'il pèse moins de 250 grammes, il est moins contraignant qu'un drone qui pèserait plus lourd. Il n'est pas encore homologué classe CE drone tel qu'on l'attendait, mais ce n'est pas de la faute de DJI. Je pense que DJI aimerait bien pouvoir l'homologuer classe CE drone, mais c'est au niveau de la réglementation, au niveau de l'administration. Apparemment, ce n'est pas encore en place. Et donc du coup, il n'est pas homologué classe CE, mais ça ne change pas grand-chose, puisque déjà, ça a été repoussé d'un an. Donc on a jusqu'au 1er janvier 2024 pour voler dans la période de transition. Peut-être que d'ici là, ce même drone va pouvoir obtenir une classe CE par effet rétroactif, mais ça, je n'en sais rien, je ne m'avance pas là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, même dans la période de transition et même après, étant donné qu'il pèse moins de 250 grammes, ça devrait quand même être moins contraignant. Aujourd'hui, pour utiliser un drone de moins de 250 grammes, on n'a pas besoin de passer de l'EQCM sur Alpha Tango, il suffit juste de s'enregistrer en tant que télépilote, en tant qu'exploitant drone. On n'a pas besoin d'enregistrer le drone en tant que tel sur le portail Alpha Tango. Étant donné qu'il n'est pas homologué classe CE, on n'a pas besoin non plus de système électronique de signalement à distance. On va donc pouvoir voler en sous-catégorie A1, en catégorie A1 limitée dans cette période de transition, ce qui va permettre donc de voler à vue, bien sûr, de respecter la hauteur maximum de 120 mètres, et on va pouvoir survoler des personnes, puisque c'est toléré, des personnes isolées. On ne va pas pouvoir survoler des groupes de personnes, mais le survol de personnes isolées est toléré avec un drone donc de moins de 250 grammes. Donc c'est plus facile, on va pouvoir également voler près des habitations. Donc au niveau réglementation, c'est un avantage d'avoir un drone de 250 grammes. Et après, au niveau encombrement et transport, c'est sûr que aussi c'est un avantage, puisque c'est un drone qui prend très peu de place. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce drone? Eh bien, même si j'ai utilisé DJI Fly en version non finalisée, j'ai jamais eu de soucis de stabilité d'application, de problèmes de liaison ou de retour vidéo. Pour moi, tout a vraiment très bien fonctionné. L'avantage avec cette DJI RC, c'est que la mise en œuvre est très rapide. Si vous avez le pack Flymore, vous sortez la radiocommande, vous l'allumez, pendant ce temps-là, vous dépliez les bras du drone, vous le posez, son positionnement GPS se fait très rapidement, il capte les satellites et vous pouvez décoller très rapidement, donc ça c'est très appréciable. Alors maintenant, pour qui ce drone se destine? Eh bien je dirais que ça va dépendre de vos usages. En termes de fonctionnalité, j'ai pu utiliser les mêmes fonctionnalités que j'aurais pu utiliser avec un Mavic Air 2 ou avec un R2S.
voire même avec un Mavic 3 pour faire du suivi ou des quick shots. Toutes les fonctionnalités intelligentes de vol sont dans ce drone-là. Et ça, c'est vraiment un bon point. Le seul point qu'on pourrait lui reprocher, c'est sa taille de capteur, où là, on va peut-être pouvoir préférer un R2S ou un Mavic 3 si on a le budget et si on a un besoin en termes de qualité photo, vidéo. On va privilégier un capteur plus grand, le capteur 1 pouce par exemple du R2S. En termes de budget, on est un peu moins cher qu'un R2S, on est plus cher qu'un Mini 2, donc ça aussi, ça va être déterminant par rapport aux besoins de chacun. Maintenant, un Mini 2, est-ce que ça suffira pour certains qui filment en 4K, mais qui n'a pas de détection d'obstacles? La détection d'obstacles, ce n'est pas forcément indispensable, c'est une sécurité supplémentaire, mais attention, il ne faut pas se reposer dessus, ce n'est pas fiable à 100%, donc il faut s'en méfier un petit peu. En revanche, la fonction de tracking, je dirais que c'est ce qui manque un petit peu sur le Mini 2, que ce soit en suivi de personnes ou pour faire des points d'intérêt beaucoup plus facilement qu'avec la radiocommande. Donc là, en termes de fonctionnalité, ça va être essentiellement par rapport à votre usage. Si vous faites du VTT, de la randonnée en extérieur, si vous voulez vous filmer vous, je pense que la fonction tracking, c'est quelque chose qui est très utile. Si c'est uniquement pour faire de la prise de vue, de paysages lointains ou de photographie, à ce moment-là, la fonction tracking n'est peut-être pas forcément indispensable. Donc, vous avez un budget peut-être un petit peu moins important. Vous pouvez acheter un Mini 2 en sachant que vous aurez une qualité d'image, une résolution et des fonctionnalités en moins. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre budget et de votre usage, encore une fois. Mais je trouve que le concept de réunir des fonctionnalités dans un drone de moins de 250 grammes, c'est vraiment un avantage. Et pour moi, c'est vrai que c'est le drone idéal pour le drone loisir, entre guillemets, ou même pour des professionnels, pour faire de l'inspection. L'avantage de cette caméra qui pivote vers le haut, ça permet de faire des inspections dans des endroits assez étriqués, assez étroits, en ayant un drone pas très encombrant, et bien de pouvoir se faufiler et de faire de l'inspection. Donc ça va dépendre encore une fois de vos usages. C'est un drone qui est très fonctionnel, je trouve le rapport qualité-prix très intéressant. Beaucoup plus intéressant qu'un Autel Evo Nano Plus où on n'a pas encore toutes les fonctionnalités disponibles alors que ça fait plus de 6 mois qu'il est sorti et où on a un drone qui n'est pas aussi fiable, je dirais, en termes de fonctionnalité. En termes de qualité de fabrication, on est sur des DJI, il n'y a aucun souci là-dessus, donc pour moi c'est très bien fini. Maintenant on est sur un drone de 250 grammes, donc c'est sûr que ça sonne un petit peu creux, on voit que c'est un appareil qui est léger, mais en termes de qualité de fabrication, il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Alors maintenant, quel reproche je pourrais faire à ce drone-là? Eh bien, en essayant d'être le plus honnête possible, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. La seule chose que j'aurais pu aimer, ça aurait été un capteur 1 pouce pour avoir encore plus de qualité en termes d'image. Mais là, c'est quand même déjà très qualitatif. Et je pense qu'on y viendra un jour, un capteur 1 pouce sur un drone de moins de 250 grammes. Mais pour un drone de cette taille-là, de cet encombrement, ça reste quand même très bien, enfin une qualité très appréciable. L'autre reproche, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les LED sur la batterie. Ce serait plus pratique de pouvoir vérifier l'état de charge de la batterie sans avoir à la mettre dans le drone, mais bon, c'est un petit détail. Tout le reste, je trouve que c'est très polyvalent. Sa résistance au vent est relativement correcte. Il ne faut pas non plus se leurrer. Un drone de moins de 250 grammes, on ne pourra pas voler avec 100 km/h de vent, enfin, même à moins d'avoir des moteurs très puissants et encore, je ne suis pas sûr que ce soit faisable. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très polyvalent, d'un compromis qui est très acceptable tout en ayant un prix relativement contenu. Si je le compare à l'Autel Evo Nano Plus, franchement, il n'y a pas photo. Pour moi, il y a vraiment avantage au Mini 3 Pro. Je vous mets bien sûr le lien dans la description si vous souhaitez acquérir ce drone ou consulter les fiches techniques. Je vais faire bien sûr plein de vidéos sur les différentes fonctionnalités détaillées. Je ferai également une formation dédiée comme je le propose donc pour les autres drones de la gamme. Et bien sûr, je vais faire différents tests comparatifs pour vous aider et pour vous guider si vous souhaitez acheter ce drone-là ou un autre. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!